Allez, je tire 200. Fric, thune, Pognon, oseille, La moula. risby, Salaire. Honoraire. Prime. pension de retraite, Livret A. héritage, Assurance vie. Impôt. Déduction. Investir. Bitcoin. Crédit. intérêt, SCPI, plan d'épargne action. PER. Travailler, se marier, se paxer ou vivre en union libre, fonder une famille, monter sa boîte, demander un crédit immobilier, se séparer, se remarier, changer de boulot, partir en retraite, hériter, devenir veuve. Autant de grandes étapes de la vie, mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et son patrimoine ou matrimoine, actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour fauché, voire spolié. C'est ce que nous vous proposons chaque mois dans ce podcast avec nos experts invités. Si vous ne savez pas comment vous informer pour mieux vous occuper de votre argent, si ce que vous racontent les experts de la banque et de l'assurance entre autres vous paraît obscur, complexe, ce podcast est fait pour vous. Notre mission, vous aider à bâtir votre indépendance financière qui est la clé de votre liberté. Et vous aider à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous, avec un regard de femme, de conjointe, de mère sur l'argent. Je suis Corinne Goldberger, journaliste, et j'anime ce podcast avec Thierry Ohaillon, gestionnaire de patrimoine et co-auteur de Les filles osons parler argent et L'argent au féminin. Merci à notre partenaire Exempt, cabinet de conseil spécialiste de l'investissement dans la silver economy, à découvrir sur exempt.fr. Et maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Aujourd'hui, on parle d'un sujet aussi méconnu qu'important, l'épargne salariale. Tu sais, ce petit pactole qui dort quelque part pendant que tu galères à boucler tes fins de mois. Une épargne dont, en effet, on s'occupe souvent moins que de son livret A, parce que c'est pas nous qui avons ouvert le compte. Il n'est pas dans notre banque, c'est du bonus. On finirait presque par oublier qu'on a cette épargne qui n'attend que nous, quelque part. Spoiler alerte, c'est probablement de l'argent que tu pourrais faire mieux travailler, chère auditrice, à condition de t'en occuper. En tout cas, 12 millions de salariés reçoivent de l'épargne salariale en France. Et ça, c'est un bon sujet de débat dans les dîners. Pensez à toi, la freelance, l'auto-entrepreneuse qui ouvre des yeux ronds quand ta cousine ou ta copine te raconte qu'elle est partie une semaine à Bali grâce à son épargne salariale. Et oui, la chance, ça donnerait presque envie de retourner au salariat. Mais au fait, vous connaissez la différence entre intéressement et participation ? Je parie que non. Pas de souci. Pour décortiquer l'épargne salariale sous toutes ses coutures, nous recevons aujourd'hui Laure Rabel, responsable marketing et digital pour les clients entreprises chez Natixis Interépargne. Natixis, c'est un leader de l'épargne d'entreprise et c'est la filiale épargne salariale et retraite du groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France. Bonjour Laure. Bonjour Corinne, bonjour Thierry. Bonjour Thierry, mon complice de ce podcast. Absolument. Bonjour Corinne et bonjour Laure. Et bonjour Léo à la technique. Et merci à notre partenaire Exempt, à retrouver sur exempt.fr, cabinet de conseil patrimonial en investissement dans la silver economy. Alors, Laure, est-ce que vous avez des chiffres sur l'épargne salariale des femmes qui montreraient une différence entre les femmes et les hommes face à l'épargne salariale ? Par exemple, comment elles s'en occupent ? Est-ce qu'elles ont tendance à la réinvestir chaque année ou à la prendre tout de suite pour boucler leur fin de mois ? Alors d'abord, quelques chiffres peut-être à vous partager. Vous venez de le dire, effectivement, nous sommes près de 13 millions de bénéficiaires au 31 décembre 2024. Wow. Oui, beaucoup. c'est très très beau. C'est génial. Qui nous prouve vraiment l'attrait des entreprises pour ces dispositifs et c'est une réelle chance pour les femmes que nous devons saisir pour améliorer notre situation financière. Alors si en termes d'équipement, nous pouvons parler d'équité, puisque c'est ce que nous témoignent les chiffres, ce n'est pas le cas sur les montants d'encours détenus. L'écart moyen observé entre l'épargne des hommes et celle des femmes est approximativement de 20% en défaveur des femmes, avec un accroissement de cette différence passé 50 ans. Waouh, 2 fois. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation ? Eh bien, peut-être, on s'en doute un petit peu, vous avez raison. On va vous laisser... Même si on s'en doute, développer. On va vous laisser dire... Développer, on est là pour ça. L'INSEE nous indique déjà qu'à temps équivalent, les femmes gagnent encore à aujourd'hui près de 15% de moins que les hommes dans le secteur privé. Donc cela impacte directement notre capacité d'épargne. Nous sommes aussi plus prudentes, moins opportunistes, peut-être plus lucides sur nos connaissances financières que les hommes, et cela nous freine.
Et in fine, nous sommes moins sujettes à la prise de risque. Et cela a un impact direct sur notre épargne, puisqu'en matière de placement, et c'est aussi vrai en épargne salariale, l'espérance de rendement et la prise de risque sont étroitement liées. Peut-être qu'il faut revenir à un basique, qu'est-ce que c'est que l'épargne salariale exactement ? Pouvez-vous nous raconter les différences, notamment entre l'intéressement et la participation, s'il vous plaît ? Alors, peu le savent, l'épargne salariale, c'est d'abord une longue histoire qui débute dans les années 1950 et qui concrétise le rêve d'un certain général de Gaulle qui souhaitait associer les salariés à la réussite de leur entreprise et les aider à épargner. Un peu d'histoire, merci. Depuis toutes ces années, évidemment, ces dispositifs ont évolué ou se sont transformés, mais l'essence est toujours celle-ci. La participation aux bénéfices est la distribution d'une partie des bénéfices annuels à l'ensemble des salariés. Je précise qu'elle est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Alors que l'intéressement est facultative et récompense la réalisation d'une performance collective. L'attribution de cette prime est conditionnée à l'atteinte des objectifs de l'entreprise, contrairement à la participation. Ces sommes peuvent être récupérées ou placées dans des plans d'épargne salariale. Premièrement, le plan d'épargne entreprise, de son petit nom le PEE, idéal pour des projets courts ou moyen terme. Et le plan d'épargne retraite collective, appelé également PERCOL ou PERECO dans certaines entreprises, qui, comme son nom l'indique, vise plutôt la constitution d'une épargne retraite. Et au-delà de ces primes de participation et d'intéressement, ces deux plans peuvent également recevoir des versements volontaires, de l'abondement, des jours de repos non pris, ou encore plus récemment des primes de partage de la valeur. Et donc, si je comprends bien, parce que vous l'avez dit un petit peu à toute vitesse, on peut aussi tout simplement récupérer les sous une fois par an. Tout à fait, mais cela rentre dans les revenus imposables. Ça rentre dans les revenus imposables. Donc, je voudrais résumer pour être sûr que c'est bien clair pour nos auditrices, parce que tout ça, c'est assez technique. Les salariés du privé, on parle bien du privé, tout ça, ça n'existe pas dans la fonction publique, ont le choix entre deux modes de versement des fonds, de la participation et de l'intéressement. Soit prendre le cash tout de suite, donc ça augmente le pouvoir d'achat, soit placer les sous en épargne, et si on les place en épargne, les avoirs sont bloqués pendant au minimum 5 ans. C'est ça, tout à fait. Cet argent donc se trouve sur un compte ouvert par votre entreprise, le PEE, le plan épargne entreprise, que donc, comme vous nous l'avez dit, vous pouvez alimenter par votre prime d'intéressement, de participation, avec des versements volontaires, ponctuels ou programmés. C'est bien ça ? Exactement. D'accord. Alors, est-ce qu'on a automatiquement accès à un dispositif d'épargne salariale dans son entreprise ou bien ça dépend de sa taille ? Alors oui, pour partie, la taille de l'entreprise est un critère, mais ce n'est pas le seul. La participation aux bénéfices, dont je parlais à l'instant, est obligatoire dans les entreprises qui dépassent 50 salariés et durant 5 années consécutives. Oui. Et s'il y a participation, alors la présence d'un PEE, un plan d'épargne entreprise, est obligatoire pour permettre son potentiel investissement. Les entreprises de plus petite taille, d'au moins 11 salariés, ont également l'obligation depuis le 1er janvier 2025 de mettre en place un dispositif d'épargne salariale à la condition de dégager un bénéfice au moins égal à 1% de leur chiffre d'affaires et pendant 3 années consécutives. Et au sein de l'entreprise sont éligibles tous les salariés, qu'ils soient en CDI, en CDD ou en apprentissage, sous réserve d'une condition d'ancienneté d'au moins 3 mois. Alors donc, même les CDD et même les apprentis. Exactement, passer 3 mois d'ancienneté. Si je comprends bien, depuis, j'ai trouvé la date, là, le 1er janvier 2025, donc depuis cette année, les entreprises de 11 à 49 salariés, elles devront choisir un dispositif de partage de la valeur, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est ce que je veux dire. Voilà, donc si vous êtes dans une petite entreprise et que rien n'a encore été fait, eh bien, il faut aller voir votre patron, votre CEO. À la condition que l'entreprise ait été rentable pendant un certain nombre d'années préalablement. Voilà. C'est exactement ça, la taille de l'entreprise est un critère important, mais n'est pas le seul. Voilà, donc si l'entreprise a fait du bénéfice pendant 3 ans et que vous n'en avez pas profité en tant que salarié, là, vous pouvez peut-être commencer à dire... Faut-il le savoir, effectivement. Oui, mais maintenant, grâce à nous, on le sait. Plusieurs questions en une. Donc, parlons sous. Quel est le montant moyen de l'intéressement et de la participation en France sur le compte des salariés ? Et y a-t-il un minimum, un plafond ? Et quand est-ce que cette épargne est-elle versée ? Alors en réalité, les montants distribués sont assez variables selon le secteur d'activité et le nombre de salariés dans l'entreprise. Mais pour vous apporter un chiffre, je dirais une moyenne qui oscille entre 1 500 et 2 000 euros par salarié. Un chiffre qui est en constante progression d'année en année, ce qui est très positif. Pour revenir sur les minimums et plafonds, le montant de la participation, je le rappelle, dépend des bénéfices réalisés par l'entreprise. Il peut donc varier d'une année sur l'autre, voire être nul à défaut de bénéfices. En tous les cas, une formule de calcul est fixée par la loi et définit le montant minimum à redistribuer. Concernant l'intéressement, la formule de calcul est choisie par l'entreprise parmi 3 options de répartition. Elle peut être uniforme, c'est-à-dire que tous les salariés reçoivent la même chose, proportionnelle au salaire ou au temps de présence de chaque salarié,
ou combiner plusieurs de ces critères. D'accord. Et quand est-ce qu'elle est versée alors, cette épargne? Alors, accrochez-vous. Elle doit être versée aux salariés avant le dernier jour du 5e mois suivant la date de clôture de la période considérée. C'est-à-dire, pour une clôture au 31 décembre, une prime de participation devrait être versée au plus tard le 31 mai. Ah oui, d'accord. Passé ce délai, l'entreprise est redevable d'indemnités au bénéfice de ses salariés. Ok. Et j'ai pas parlé du plafond. Chacune de ces primes est plafonnée pour chaque salarié dans la limite de 75% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit un joli plafond de 35 325 € brut en 2025. Maxi. Magnifique. Ça veut dire qu'un salarié, un cadre, peut recevoir 35 000 €. Jusqu'à 35 000 €. Jusqu'à 35 000 €. Exactement. C'est bon à savoir. Je vous pose la question, quelles sont les entreprises les plus généreuses en France en matière d'intéressement et participation? Dans quel secteur les entreprises dans sont quel les plus secteur généreuses, on va dire? Alors c'est vrai que je ne suis pas une adepte du mot généreuse, qui ne reflète pas toujours la réalité de nos entreprises, qui ne sont parfois pas en capacité de distribuer de primes du fait de l'absence de bénéfices, alors même qu'elles le voudraient. Pour autant, d'après différentes études, dont celle de la DARES, certains secteurs se démarquent en termes de distribution. On y retrouve les secteurs de l'industrie, de l'énergie, ou encore les activités financières et d'assurance. Le luxe aussi. Le luxe également, effectivement. Mais plus généralement, on peut vraiment se réjouir de l'essor de ces dispositifs au sein des petites et moyennes entreprises. L'épargne salariale n'est pas, ou en tout cas n'est plus, l'apanage des grands groupes. Alors, je ne sais pas si on peut citer le nom. Bon, on va pas citer, mais j'ai lu par exemple qu'une banque bien connue, la prime peut monter à 4 mois de salaire par salarié. Et j'ai vu aussi que chez un constructeur automobile, ce constructeur a annoncé une prime de 4 100 € pour les salaires inférieurs à 2 fois le SMIC. Donc, il y a effectivement des entreprises qui prennent des mesures, des mesures sympathiques. Il y a, exactement, comme je le disais, cela dépend des bénéfices. Donc, les grands groupes du CAC 40 sont effectivement, peuvent être en tout cas assez généreux. L'épargne salariale est-elle bloquée? Et si oui, pendant combien de temps, Laure? Oui, alors en effet, l'épargne détenue sur un plan d'épargne d'entreprise, donc le PEE, est bloquée pendant 5 ans. Ce dispositif est idéal pour concrétiser des projets à court ou moyen terme. À l'issue des 5 ans, l'épargne devient disponible, libre à chacune et à chacun de laisser cet argent fructifier sur son plan d'épargne ou bien de le récupérer. Le plan d'épargne retraite, comme son nom l'indique, est bloqué jusqu'à la date de départ en retraite ou l'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite. Aujourd'hui 64 ans. C'est un excellent moyen d'épargner sur le long terme, et une fois à la retraite, vous aurez alors la possibilité de retirer votre épargne sous forme de capital ou de rente viagère. Mais tout comme le PE, votre compte d'épargne reste ouvert et accessible, et vous pouvez continuer à en profiter. Ça me rappelle des souvenirs de salariés quand je recevais le bulletin d'options tous les ans et qu'il fallait choisir est-ce que je prends le cash ou est-ce que je le place. Et parfois j'hésitais jusqu'au dernier moment, parfois d'ailleurs j'oubliais de répondre dans les temps et hop, l'épargne elle était placée par défaut pour 5 ans. Vous vous en doutez, moi j'invite en tout cas nos auditrices plutôt à faire le choix de l'investissement pour notamment éviter aussi les répercussions sur ces impôts, tout simplement. Justement, moi j'ai souvent entendu des collègues autour de la machine à café ou à la cantine se plaindre que leur épargne salariale ne rapportait pas grand-chose, voire qu'elles avaient perdu de l'argent. Il faut dire qu'elles ne s'en occupaient pas. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Laure? Et comment peut-on mieux s'occuper de son épargne salariale? Alors, vous vous en doutez, je ne peux vraiment pas vous inciter à laisser dormir votre épargne. Je ne dis pas non plus qu'il faut vous y connecter tous les jours, mais il est vraiment recommandé de s'en occuper si on souhaite en tirer profit. D'abord, il faut vérifier si nous sommes positionnés sur les bons supports d'investissement, et on en reparlera certainement tout à l'heure plus en détail. Mais à défaut de connexion, il est probable que l'épargne de vos collègues ne soit pas sur des supports suffisamment dynamiques pour performer, ou encore que toute leur épargne soit logée sur un seul et même fonds, ce qui augmente le risque de perte. Parce qu'en investissement, vous le savez peut-être, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Oh oui, on le sait. Il y a aussi le sujet que, et selon les tempéraments, il y a des gens qui vont vouloir investir sur des fonds SRD, sur des fonds ESG. Et donc, en fonction des appétences de chacun d'entre nous, il y a des gens qui vont être soucieux, en tout cas, de la transition énergétique, transition démographique. Enfin voilà, il y a autant de sujets qui vont conditionner l'orientation de l'épargne qu'on peut avoir. Il est important de se poser à minima 2 grandes questions avant d'investir pour vous aider dans vos choix. Premièrement, quand aurais-je besoin de cet argent? Dans 2 ans, 5, 10, plus peut-être? Et pourquoi j'épargne? Quel est mon projet? Plus votre horizon est lointain, plus vous pouvez tolérer des fluctuations, prendre des risques et chercher de la performance. Alors que si votre projet est imminent, ce n'est absolument pas pertinent et conseillé. De même, pour un projet lointain, comme la préparation de votre retraite, rester sur des fonds sans risque vous priverait de rendement et donc de capital. Une petite astuce peut-être pour toutes celles qui disposent d'un plan d'épargne retraite et qui n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer, la gestion pilotée.
C'est vraiment une solution parfaite, elle est faite pour vous. Vous mettez votre épargne en mode pilote automatique, en profitant de l'expertise de professionnels qui sélectionneront pour vous vos placements en fonction de votre date de retraite ou de projet. Alors, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que moi, par exemple, j'avais une répartition des fonds par défaut. Je ne m'en occupais pas. Justement, je suis représentative de ces femmes qui laissaient dormir leur épargne. Il faut dire que je n'y connaissais pas grand-chose. Et donc, à l'époque, je ne me posais pas de questions. Mais depuis, j'ai quand même un petit peu évolué. La preuve, je suis ici à vous poser des questions. Et donc, je sais qu'on peut revenir sur ses choix. On peut effectuer des arbitrages, justement. On peut modifier la répartition de son épargne sur les supports proposés, évidemment, par son entreprise. En règle générale, il y avait 6 à 10 FCPE proposés. Des FCPE, je rappelle que c'est des fonds communs de placement d'entreprise. Et elles incluaient, je vais rentrer un peu dans les détails, un FCPE monétaire, un obligataire, un diversifié, autre chose. Donc, pour celles que ça effraie un petit peu tout ce que je raconte, là, je crois qu'on peut faire des simulations en ligne pour définir justement, comme on disait, son profil de risque en adéquation avec ses objectifs et son degré d'acceptation du risque. Tout à fait. Alors, différentes simulations sont possibles. Certains proposent également des robots advisors. C'est le cas notamment chez Natixis Inter-Épargne. Des robots advisors. Vous pouvez effectivement retrouver sur vos espaces sécurisés des simulations qui sont faites pour justement mesurer votre appétence au risque. En fait, vous avez des questionnaires qui vous posent des questions qui vous aident à refaire le point finalement sur est-ce que j'ai déjà investi sur des placements risqués, oui, non, quelle est mon appétence sur l'investissement, est-ce que j'ai des préférences également sur des fonds green, quel est mon projet, parce qu'en fait, là, vraiment, la réalité, c'est vraiment, au-delà de l'appétence au risque, c'est surtout combien de temps j'ai devant moi. Est-ce que je peux absorber ce risque? Parce que vous l'avez peut-être compris, mais plus j'ai du temps devant moi et plus je peux aller sur des placements plus risqués puisque je vais pouvoir en fait imaginer une montagne russe, ça monte, ça descend. Si j'ai très peu de temps, le roller coaster, il n'a pas le temps de remonter. Exactement, on n'a pas le temps de remonter. Alors que si on a du temps... Quand on a 30 ans, par exemple, on peut prendre des risques et on ne va pas prendre les mêmes quand on arrive à l'âge de la retraite. Exactement. C'est vrai que quand je vois des jeunes, allez, je vais encore dire jeunes à 30 ans, qui sont investis sur un plan d'épargne retraite en monétaire, donc c'est le fonds le moins risqué d'un dispositif salarial, c'est une hérésie, en fait, parce qu'on a le temps. Pour préparer sa retraite, évidemment, on a clairement le temps. Il faut s'autoriser plus de risques et c'est aussi pour ça que la gestion pilotée est une bonne alternative puisqu'en fait, elle est conçue pour vous apporter cette diversification et vous serez naturellement en fait investi sur des dispositifs plus divers et plus risqués. C'est pour ça que la gestion pilotée est une très bonne solution parce que naturellement, vous serez investi sur des fonds plus diversifiés, plus dynamiques et adaptés à votre situation personnelle. Donc l'épargne salariale est-elle bloquée? On a dit oui. Et donc, dans quel cas est-ce qu'on peut la débloquer, cette épargne, et de façon anticipée? La loi prévoit de nombreux cas, je ne vais pas tous les énumérer, je vais vous perdre, mais on va prendre un petit peu de temps sur les motifs les plus utilisés. D'abord, je dirais le plus emblématique, disponible à la fois sur le plan d'épargne d'entreprise et le plan d'épargne retraite, c'est l'achat ou la construction de sa résidence principale. Vous pouvez récupérer tout ou partie de votre épargne pour contribuer au financement de votre résidence. Et ça, c'est un vrai plus. Et vous voyez qu'il n'est donc pas nécessaire d'attendre la retraite pour récupérer l'épargne de son plan d'épargne retraite. Vous pouvez également débloquer votre plan d'épargne d'entreprise avant les 5 ans pour financer un mariage, un PACS, la naissance d'un 3e enfant ou plus récemment l'achat d'un véhicule propre. Et depuis 2020, je voudrais... Quand on parle de véhicules propres, j'ai vu que ça incluait les vélos électriques. Les vélos. Oui, alors, pardon. Vous avez, oui, les vélos électriques tout à fait, mais pas les trottinettes, je le précise. Okay. Et je voudrais également, et ça c'est important, depuis 2020 pour les femmes et les hommes également, mais rappeler que les victimes de violences commises par leurs conjoints, concubins ou partenaires de PACS peuvent demander le remboursement anticipé de leur plan d'épargne entreprise. Ça, c'est génial. Exactement, c'est devenu un motif de déblocage. C'est génial et je ne suis pas sûre que ce soit si connu que ça. Non, c'est pour ça qu'il me semble important de le signaler. Je pense que les femmes savent un peu, si elles s'intéressent à leur épargne salariale, qu'elles peuvent la débloquer en cas de séparation, de divorce, mais en cas de violence conjugale, non, je crois que c'est depuis 2020, donc ça fait 5 ans, mais je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre gestionnaire, de vos espaces sécurisés, parce que voilà, on en a cité quelques-uns, mais vraiment vous retrouverez toutes les informations et je pense que ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps pour balayer et identifier en tout cas tous ces motifs de déblocage. J'en ai vu d'autres quand même que je vais citer parce que je trouve ça vachement intéressant. Il y a aussi les événements tristes. En cas de décès de l'époux, du conjoint, vous pouvez récupérer votre épargne. En cas de rénovation énergétique de la résidence principale, j'ai besoin de 10 000 € pour installer une pompe à chaleur et justement j'ai des banques salariales. C'est intéressant, c'est bon à le savoir. En cas de création ou reprise d'entreprise, ça aussi c'est intéressant. En cas de licenciement et de rupture conventionnelle, c'est bon à savoir. Alors, combien est-ce qu'on peut verser volontairement soi-même chaque année sur son plan épargne entreprise ?
Alors au maximum, vous pouvez verser chaque année 25% de votre rémunération annuelle brute. Ah oui, ça veut dire que plus vous gagnez, plus vous pouvez... Voilà, si on prend un exemple par vous exemple, pouvez verser 25%. 25% de... C'est déjà un effort d'épargne substantiel. Hein. Oui, oui. Si on prend un salaire de 45 000 euros brut annuel, cela représente un maximum assez généreux de 11 250 euros. Si on arrive à épargner tout ça, oui. Alors pour verser, je pense qu'il est important de rappeler, il y a deux types de possibilités. Vous pouvez faire des versements ponctuels, l'occasion d'investir un chèque reçu pour un anniversaire par exemple, Oui. ou encore mieux, des versements programmés qui vous permettent de mettre de l'argent de côté sans même y penser, de manière automatique, chaque mois ou au rythme de votre choix. Et je rajouterai également que cela vous permet de lisser les risques, multiplier les points d'entrée, permet d'éviter d'investir au mauvais moment. La force de l'investissement programmé. Exactement. Tous les mois, on met un peu d'argent de côté. Tous les mois, on Et au met fur- 30, et au fur- 40, 50 Et au fur et à mesure euros. qu'on s'enrichit, qu'on gagne plus d'argent, on met des sommes plus importantes. Et est-ce que mon entreprise peut faire un abondement? Et si oui, à quelle hauteur? Tout à fait. Mais ça reste bien une décision de l'entreprise. Elle décide ou non de le mettre en place et de le reconduire ou non chaque année. Pour nos auditrices, je rappelle que l'abondement est une aide financière, un versement que peut ajouter l'entreprise à l'épargne de ses salariés, Mhm. sur un PE ou un PERCOL. Et c'est pas obligatoire. Non, tout à fait, c'est à sa libre volonté. Et donc ce versement intervient après que les salariés aient eux-mêmes réalisé un versement, Ah oui, que il ce faut... soit un versement volontaire ou investi une prime. D'accord. Peut-être prendre un exemple, si Camille travaille dans une entreprise qui propose un abondement de 100% sur son PE, Oui. elle décide de réaliser un versement volontaire de 500 euros. L'entreprise va alors compléter son versement à hauteur de 100%, soit un versement complémentaire de 500 euros. Oui. Camille se retrouve donc avec 1 000 euros d'épargne pour un effort d'épargne initial de 500 euros, 500 euros. Mhm. Magnifique. fois 2. Exact. Alors certes, il y a des limites. L'abondement ne peut pas dépasser 3 fois les montants que vous avez vous-même versés, ni même dépasser des plafonds légaux, mais c'est un vrai coup de pouce qui fait la différence. Mhm. Et donc les filles, je vous invite vraiment à vérifier ce que propose vos dispositifs à ce sujet et à en profiter chaque année au maximum. On aimerait bien savoir quels sont les supports d'investissement disponibles dans le plan épargne entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des fonds en euros, des actions, des, Alors des non, quoi? Qu'est-ce pas de qu'il y a- fonds en euros. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Dans un plan d'épargne entreprise, donc le fameux PE ou un plan d'épargne retraite, vous investissez dans des fonds appelés FCPE, vous l'avez dit tout à l'heure Corinne, Mhm. FCPE signifiant Fonds commun de placement d'entreprise. Il existe 4 grandes familles de fonds avec des caractéristiques et des niveaux de risque différents à utiliser en fonction de vos objectifs de placement. D'ailleurs, en épargne salariale, il est important de comprendre la notion de risque. Risque ne veut pas dire tout perdre. C'est plutôt un indicateur qui vous permet de jauger la variabilité de vos investissements. On parle de volatilité. Une montagne russe, on en a parlé. Plus le niveau de risque est important et plus votre épargne peut monter ou descendre rapidement et fréquemment. Je vous rappelle qu'un placement peut être volatile, mais rentable sur le long terme. Mhm. Il faut juste être prête à supporter les fluctuations sans paniquer et ne pas avoir besoin de cette épargne à court terme, évidemment. C'est-à-dire que quand le président américain fait des annonces qui C'est bousculent ça. beaucoup les marchés, il ne faut pas se ruer Non, sur son absolument plan pas. Pas épargne du tout. d'entreprise pour dire est-ce qu'il y a des conséquences? tout. Est-ce qu'il y a un impact? Aïe, 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 oui. Non, mon conseil personnel est plutôt de rester Calme. calme, Zen. Vous connaissez peut-être la citation « Tout ce qui est vendu est perdu ». Oui. Donc vraiment, restez calme, les choses s'améliorent. Oui. Sur du long terme, en fait, il faut avoir du temps devant soi. C'est vraiment la clé, avoir du temps. Mais si on revient sur les différents fonds communs de placement, donc on a les fonds monétaires, risque très faible. Il n'y a pas de risque zéro, pas de capital garanti en épargne salariale. Mais voilà, risque 1. Vous avez ensuite les fonds obligataires, modérément risqués. Les fonds actions, plus risqués car soumis aux fluctuations des marchés boursiers. Les actions sont des titres de propriété d'une entreprise cotée ou non en bourse. Et enfin, les fonds mixtes. Un mélange d'actions, d'obligations ou de monétaires qui séduisent de plus en plus car conçus pour vous apporter de la diversification. Mhm. Oui, la diversification, c'est toujours la clé. Exactement. On en revient toujours à ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Tout à fait. J'ai d'autres supports financiers type livret A, LLD, un petit compte en bourse. Mais en général, je connais les performances annuelles. Est-ce qu'on a aussi l'information sur les performances moyennes de l'épargne salariale? Alors, c'est présenté un petit peu différemment, mais vous pouvez retrouver sur vos espaces sécurisés, pour chaque fonds présent à vos dispositifs, effectivement, un certain nombre d'indicateurs qui vont vous aider tout de même à évaluer la performance de vos investissements. Nous affichons notamment les montants des plus ou moins values. Après, d'une manière générale, et pour les plus curieuses, des acteurs de référence tels que l'AFG diffusent également des rapports suivant les grandes familles dont on a parlé tout à l'heure, On précise juste que l'AFG, c'est... l'Association française de la gestion financière,
diffuse également des rapports suivant les grandes familles dont je viens de parler il y a quelques instants. Et vous pouvez suivre également les évolutions, les performances sur 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Donc il faut aller sur le site de l'AFG, c'est ça ? Par exemple. Mais sur vos espaces sécurisés, je le rappelle, vous avez déjà un grand nombre d'indicateurs qui vous aident à évaluer vos investissements. Pour savoir si le rendement est supérieur ou inférieur à celui de mon livret A, qui devrait plonger d'ailleurs à 1,7% au mois d'août. Alors, après, un point important qui me semble important de partager à nos auditrices, au-delà de la performance, et vous allez voir que ça a quand même un lien assez direct, et qui différencie l'épargne salariale à l'assurance vie, par exemple, ce sont les frais. Si on regarde l'assurance vie, l'assureur prélève des frais de gestion annuels, compris généralement entre 0,5 et 1% de l'épargne détenue, souvent prélevés mensuellement. En épargne salariale, il n'existe pas de frais de gestion, mais des frais de tenue de compte qui sont intégralement pris en charge par votre entreprise tant que vous êtes salarié. C'est l'entreprise qui paye. Exactement. De même, il est très fréquent que les frais sur versement soient pris en charge par l'employeur et donc gratuits pour vous. Donc, in fine, c'est une réelle source d'économie et ça fait vraiment la différence comparativement à un autre support d'investissement. Alors, Laure, quels sont les avantages fiscaux de l'épargne salariale, s'il y en a ? Et question corollaire, est-ce qu'on déclare ses plus-values aux impôts ? Il me semble que vous avez dit oui tout à l'heure. Alors oui, il y a des avantages et ils sont assez nombreux. D'abord, les sommes investies, issues des primes de participation, d'intéressement, l'abondement également perçu par votre employeur et vos plus-values sont exonérées d'impôts sur le revenu. Vos plus-values sont seulement soumises aux prélèvements sociaux en vigueur, donc je le rappelle, 17,2% en 2025, mais vous n'avez pas à déclarer ces sommes qui sont exonérées. À l'inverse, doivent être déclarés, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, avec vos salaires, le montant des primes de participation ou d'intéressement que vous n'avez pas choisi d'investir, que vous avez fait le choix de percevoir sur vos comptes bancaires au moment où votre entreprise vous a interrogé. Ah voilà, donc à chaque fois que je récupère le cash, une fois par an, je paye des impôts. Là. Exactement. D'accord. Et avec les prélèvements mensuels, c'est assez rapide, vous allez voir. Sachez aussi que les versements volontaires réalisés au sein de votre plan d'épargne retraite, le PERCOL, PER, peuvent vous aider aussi à réduire votre imposition actuelle. Alors évidemment dans la limite légale de certains plafonds, mais vous pouvez réaliser ce qu'on appelle des versements déductibles. Donc vous allez les déclarer en tant que charge déductible à la condition que vous avez choisi cette option au moment de votre versement. Alors, la contrepartie, il y en a une de cet avantage fiscal, et que les sommes issues de ces versements déductibles seront soumises à l'impôt sur le revenu le jour où vous les récupérerez. Mais à l'instant T, cela peut être une aide à la réduction d'impôts. D'accord. Donc, par exemple, si je verse tous les mois 50 € sur le plan d'épargne retraite, je peux les déduire de mes impôts. C'est ça. Donc, mais il faudra... sur un PER, exactement comme le plan épargne retraite. En fait, c'est un plan d'épargne. Ça ne marche que sur le plan d'épargne retraite. C'est ça. Et quand vous faites le versement, en fait, c'est assez simple, mais il faut choisir l'option versement déductible. Ce n'est pas rétroactif. Donc, si vous ne faites pas ce choix, vous ne pourrez pas déclarer ces versements en charge déductible et donc vous ne pourrez pas réduire votre imposition. Mais je le répète, les sommes issues de ces versements seront soumises à l'impôt sur le revenu le jour où vous les récupérerez, donc une fois à la retraite. Alors justement, j'ai une question. Qu'est-ce qu'elle devient mon épargne quand je pars à la retraite ? Alors à la retraite, ou une fois l'âge légal de départ à la retraite atteinte, vos comptes d'épargne salariale restent ouverts et accessibles, même si vous ne percevrez plus d'abondement par votre entreprise ayant quitté ses effectifs. De même, sauf disposition particulière, l'entreprise arrêtera de prendre en charge les frais annuels de tenue de compte. Alors, concernant votre épargne, il faut vraiment le regarder par produit. Donc, sur le plan d'épargne retraite, le PER, votre épargne se libère de tout blocage. Comme je l'évoquais un peu plus tôt, vous pouvez donc l'utiliser au gré de vos besoins, comme une poire pour la soif, par exemple. Elle est à votre disposition. Vous pouvez aussi, évidemment, opter pour la mise en place d'une rente si ce mode de distribution vous convient davantage. Sur votre PE, plan d'épargne entreprise, il faudra réaliser une demande de remboursement anticipé. Le déblocage n'est pas automatique. Si vous souhaitez donc récupérer cette épargne, mais retenez en tout cas que vous pouvez tout à fait continuer à conserver votre compte et investir pour profiter des performances de vos fonds. Vous n'avez aucune obligation de liquider vos plans d'épargne lorsque vous partez à la retraite. Et au contraire, et d'ailleurs on le constate, nos épargnantes et épargnants, en règle générale, conservent leur épargne plusieurs années passées l'âge d'arriver à la retraite. C'est une façon de garder un lien avec son entreprise. Oui, aussi, tout à fait. Mais alors finalement, je n'ai pas atteint l'âge de la retraite, je quitte ma boîte. Est-ce que je peux transformer mon plan épargne d'une entreprise à l'autre ? Oui, tout à fait. C'est même vivement recommandé. On appelle cette opération la portabilité et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire pour vous simplifier la gestion de votre épargne et éviter d'avoir de multiples comptes à gérer et surtout de vous éviter des frais qui vous seraient prélevés sur le compte de vos précédents employeurs. Si je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure,
En tant que salarié, l'entreprise prend en charge les frais, Ouais. notamment frais de tenue de compte. Une fois que vous quittez l'entreprise, ces frais reviennent à votre charge. Exact. Donc multiplier des comptes d'anciens employeurs signifie aussi multiplier des frais. Donc je vous invite vraiment à Garder. faire le choix de la portabilité. La portabilité. Exactement. Et cette demande peut être faite en ligne, depuis vos espaces sécurisés ou en vous rapprochant de votre gestionnaire si ce n'est pas le cas. En tout cas, vous n'avez rien d'autre à faire. Le gestionnaire s'occupe de tout. Surtout si on a eu 10 employeurs et aujourd'hui c'est de plus en plus fréquent. C'est fini les emplois à vie. Donc on peut effectivement... alors il ne faut pas oublier qu'on a des comptes ici ou là. Hein. C'est effectivement un bon moyen de ne pas les oublier que de tout ramener au même endroit. Alors Laure, que devient mon épargne salariale en cas de décès? D'abord, l'argent ne disparaît pas, rassurez-vous. En cas de décès, si vous disposez d'un PE ou d'un plan d'épargne retraite collectif, les sommes épargnées intègrent l'actif successoral. Si la succession est gérée par un notaire, c'est au notaire de faire la demande de déblocage auprès du gestionnaire. Le montant du déblocage sera alors versé sur le compte de l'étude notariale. Si la succession n'est pas gérée par un notaire, c'est bien aux héritiers, aux ayants droit, d'adresser leur demande en fournissant notamment un acte de décès. Dans tous les cas, un point important, la demande doit être faite dans un délai de 6 mois suivant le décès pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les plus-values. Et sinon? L'argent sera là, mais il y aura bien une taxation en complément de la CSG-CRDS qui de toute façon s'applique au moment du retrait. Et si le salarié, la salariée n'a pas d'enfant, ça existe les comptes en déshérence? Absolument. Alors, les comptes en déshérence existent, effectivement. Alors, passé 10 ans, en fait, si il n'y a eu aucune activité sur le compte pendant 10 ans, en fait, l'argent est envoyé à la Caisse des dépôts. Mais c'est pour ça qu'on accompagne aussi beaucoup nos entreprises aujourd'hui qui suivent de très près, en fait, cette situation pour éviter ces transferts d'argent. Et de notre côté, chez Natixis Interépargne, on accompagne aussi nos clients sur ces sujets en leur fournissant notamment des rapports pour piloter, pour suivre en tout cas les salariés qui seraient inactifs et éviter, en fait, effectivement, d'avoir ces comptes en déshérence. Oui, j'ai même vu d'ailleurs que les salariés, enfin les ayants droit plutôt, les héritiers, ils disposent de 27 ans pour réclamer les sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et à défaut, elles sont définitivement acquises à l'État. Exactement. C'est un peu bête. Hein. Oui, tout ça pour dire restez actifs. Rester actif. Oui. Alors, je me demandais, qui est-ce qui gère concrètement mon épargne salariale? Dans quel type d'établissement? Par exemple, il y a que des établissements comme Natixis, Oui, tout à fait. donc ce sont des filiales de banque. Qui sont les établissements donc, qui Parler gèrent de cette banque, épargne et c'est salariale? rigolo parce que beaucoup nous assimilent à une banque, alors que la réalité n'est pas tout à fait celle-ci. En épargne salariale, il y a d'une part un teneur de compte qui assure la gestion administrative des comptes. Dit autrement, il est garant du bon fonctionnement de la gestion de votre épargne. C'est votre interlocuteur au quotidien. Et d'autre part, une société de gestion qui est chargée de la gestion financière des fonds, les FCPE, dans lesquels vous allez placer votre argent. Le teneur de compte, qui est d'ailleurs Natixis Interépargne, est indépendant de la société de gestion. Dans notre cas, nous nous appuyons sur l'expertise de Natixis Investment Manager, l'un des leaders internationaux de la gestion active. Est-ce qu'il y a une question importante qu'on ne vous a pas posée? Parce que quand même, c'est des sujets qui sont très techniques, Foisonnant, technique. qui nécessitent quand même un niveau de compréhension. Comme vous disiez, il y a le teneur de compte. Ensuite, il y a la Natixis qui va gérer des fonds. Et il y a aussi des fois des assureurs dans le panier. Oui, tout à fait. En fait, on n'a pas parlé de pair obligatoire, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui existe également et qui peut être proposé aussi par certaines entreprises et qui diffère un tout petit peu du pair collectif, alors compte-titre dit bancaire, puisqu'effectivement c'est un dispositif assurantiel dans lequel on peut retrouver un fonds euro qui n'existe pas donc sur la partie compte-titre. J'ai à mon tour une question que j'aurais aimé en tout cas poser aux auditrices. J'espère avoir été le plus clair possible, donc j'espère que vous êtes prêtes à prendre ou reprendre votre épargne salariale en main. En tout cas, pour conclure cet échange, j'avais envie de vous passer les messages suivants. Croyez en vous. La finance n'est pas une question de genre. Nous faisons nous-mêmes un métier d'épargne collectif, mais je vous invite vraiment à considérer ce sujet de manière personnelle. Pensez à votre retraite, et le plus tôt possible. Pour faire écho à un précédent podcast, faites le crash test de votre couple. Absolument. Que se passera-t-il en cas de divorce, en cas de décès de ma ou mon conjoint? L'épargne salariale est un dispositif vraiment attractif qui peut réellement vous aider à constituer votre patrimoine. Et évidemment, si nous avons la chance d'accompagner vos entreprises, Natixis Interépargne est à votre disposition, est à vos côtés pour vous aider à répondre à toutes vos questions. Eh bien, merci Laure. On ne peut qu'être d'accord avec ce message. Préparez votre C'est le sens de nos retraite. engagements.
le plus tôt possible. Pensez-y, faites le crash test de votre couple. Oui. On a fait C'est un utile. épisode là-dessus. Parler d'argent. Parler d'argent, Parler d'argent en famille, entre surtout, amis, oui, tout à voilà, fait. dans le couple, en famille. Et donc, c'est la fin de cet épisode sur l'épargne salariale. Merci donc Laure Rabel d'avoir participé à cet épisode et merci à nos auditrices et à nos auditeurs, on en a, pour leur fidélité. On espère que vous avez appris plein de choses sur l'intéressement, la participation, le PE, le PER collectif. Merci à notre partenaire Exemple, cabinet de conseil en investissement dans la cyberéconomie. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en à vos copines, vos collègues, vos filles, vos sœurs, votre mère. N'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube. Abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Et j'ai envie d'ajouter et des questions parce qu'effectivement le sujet est important et technique. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a coécrits, Les filles oseront parler argent chez Duno et aussi L'argent au féminin aux éditions Ellipse. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram Argent Parlons Cash les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.